journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tout en vous souhaitant un joyeux Noël, vous faites bien d'avoir choisi BCTV pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici le sommaire de ce journal. À la 9e conférence de gouverneurs de province tenue à Mbandaka, Sama Lukonde, Premier ministre, a recommandé aux exécutifs provinciaux de mettre la jeunesse au centre du développement. Un accident de circulation survenu ce vendredi 23 décembre au pont Maréchal dans la ville de Matadi au Congo central a causé la mort et blessé plusieurs personnes. La reine de Moutouachi, la Mamou nationale Elisabeth Tchala Modikai, a été inhumée ce vendredi 23 décembre après le dernier hommage lui rendu par la famille ainsi que par ses amis et connaissances. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. La 9e session de la conférence de gouverneurs de province qui s'est tenue du 22 au 23 décembre à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, est placée sous les thèmes le programme de développement local de 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie de province. C'est ce cadre constitutionnel qui a permis d'harmoniser les politiques entre les provinces et le gouvernement central. Le reportage est signé Laetitia Vwemba. Lancée par le président Félix Antoine Tshisekedi, la 9e session de la conférence des gouverneurs a connu la participation des gouverneurs de toutes les provinces. Ces assises sont une opportunité pour le chef du gouvernement de palper du doigt les réalités des provinces afin de lui permettre de matérialiser la vision du chef de l'État. Dans son adresse aux conférenciers et aux gouverneurs des provinces, le Premier ministre a invité les participants à considérer la jeunesse comme un partenaire privilégié et d'améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales. La conférence des gouverneurs constitue ainsi le cadre propice au diagnostic de la gouvernance de la chose publique dont nous avons tous la charge à divers échelons. Elle permet également d'envisager des réponses adéquates aux problématiques de gestion de nos provinces. Et à sa 9e édition depuis son institution en 2009. Elle permet également d'envisager des réponses adéquates aux problématiques de gestion des provinces. Toujours en politique, à Lubumbashi, c'était la clôture du congrès du parti politique Ensemble pour la République. En plus de la validation de la candidature de Moïse Katumbi Chapoué à la présidentielle de décembre 2023, ce congrès a pris quelques résolutions sur la marche à suivre jusqu'au scrutin prochain. Suivez. Au chef-lieu de la province du Haut-Katanga, s'était clôturé le congrès du parti politique Ensemble pour la République. En plus de la validation de la candidature à la prochaine présidentielle de Moïse Katumbi, ce congrès a pris quelques résolutions sur le comment va marcher ce parti politique afin de préparer le prochain scrutin. De nouveaux invités d'autres partis politiques ont pris part à la cérémonie. C'est le cas de Martin Fayoulou qui a été représenté par son délégué en province. Par contre, le camp de Joseph Kabila n'était pas présent. Pourtant, au mois dernier, on avait assisté à une poignée de main entre les deux leaders katangais. Au total, 6 candidatures, dont celle de Moïse Katumbi, avaient été enregistrées, mais tous se sont vite retirés pour laisser la place à l'ancien gouverneur du Katanga. En outre, ces travaux de 2 jours ont consacré la rupture avec le camp de Félix Tshisekedi.
Et puis, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a conduit le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la visite de l'Institut Motei de Mbandaka, rénové par la direction des infrastructures de l'EPST. Le chef de l'État palpe ainsi la matérialisation de sa vision dans ce sous-secteur de l'enseignement. Regardez. Accompagné par le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, le chef de l'État a palpé le travail abattu par la direction des infrastructures scolaires du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, chapeauté par le ministre Tony Mwaba Kazadi. Pour la petite histoire, l'Institut Motei, créé depuis les années 50, est une école de prestige de la province de l'Équateur qui a formé plusieurs notables du coin. Mais depuis des décennies, cette école était dans un état très critique, complètement en ruine. Après s'être imprégné de la situation pendant ses itinérances, le ministre Tony Mwaba avait décidé, sur instruction du président de la République, de lancer en août 2022 le travaux de réhabilitation de cet établissement scolaire qui faisait autrefois la fierté de la ville. 9 mois auront suffi pour que ce travaux lancé en mode régie soit bouclé et les résultats sont plus qu'impressionnants pour éblouir le chef de l'État. Un bâtiment moderne de 11 salles de classe et un deuxième abritant le bureau administratif ont été présentés au président de la République. Sur place, le chef de l'État a reçu les remerciements des parents, mais aussi des élèves de cette école, bien présents pour la circonstance du reste mémorable. Tout à fait autre chose, une conférence débat a été animée jeudi dernier à Kinshasa par Martin Fayulu Madidi, coordonnateur de la plateforme Lamuka, sur le processus électoral dont le thème a été première étape de l'opérationnalisation de la tricherie électorale en 2023. Sami Bossongo nous explique. À 2 jours du début de l'opération de révision du fichier électoral, dont la première ère opérationnelle, qui englobe notamment les provinces issues de la grande province de Bandundu, à savoir Kwango, Kwilu et Maindombe, le président de l'engagement citoyen pour le développement, SID en acronyme, Martin Fayulu Madidi, a tenu une conférence débat à Kinshasa sous le thème intrigant, à savoir première étape de l'opérationnalisation de la tricherie électorale en 2023. À son analyse, il est impossible de commencer l'enrôlement dans les grands Bandundu compte tenu de l'insécurité qui a secoué le territoire de Kwamouth, dont la province de Maindombe. Conclusion d'une réflexion qui va dans la droite ligne de sa dénonciation de la surestimation du nombre d'électeurs dans certains espaces et de sa sous-estimation dans d'autres provinces. À en croire Martin Fayulu, la première étape de la stratégie de la CENI, dont la mise en œuvre de la fraude en RDC est de gonfler le nombre d'électeurs dans les provinces où la contestation sera minime et réduire le poids de l'électorat dans les autres provinces. Quoi qu'il en soit, le coordonnateur de la Mouka a appelé la population à participer à cette opération d'enrôlement telle qu'annoncée par la centrale électorale, demandant par ailleurs aux organisations internationales de commencer à assurer la surveillance électorale déjà à partir de cette étape. Et tout à fait autre chose, la levée de la mesure de notification sur l'achat d'armes contre la RDC par l'ONU, la condamnation du soutien du Rwanda au M23 par la France et l'Allemagne, les organisations de défense de droits humains qui enjoignent l'Union européenne à mettre fin à l'aide militaire au Rwanda et l'ONU qui met sur la table le rapport de ses experts sur l'implication directe du Rwanda en RDC. Voilà autant d'initiatives qui montrent que l'État se resserre sur le Rwanda. Sami Bossongo, encore une fois de plus. Depuis lundi 19 décembre, les initiatives contre le Rwanda se multiplient à travers le monde à cause de son appui au M23 qui agresse le territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu, signe que l'État se resserre contre lui. Ce mouvement du resserrement de l'État qui paraît global a commencé mardi 20 décembre par plusieurs actions simultanées de la France qui a initié au Conseil de sécurité des Nations Unies 2 résolutions dont l'une dispense la RDC de l'obligation des notifications en cas d'achat d'armes.
À côté de cette résolution, l'ambassade de France en RDC a le même jour indiqué se tenir à l'application stricte des résolutions prises à Nairobi et Luanda pour résoudre la crise, condamnant les soutiens rwandais au groupe M23 et demandant que les processus de Luanda et de Nairobi puissent être intégralement mis en œuvre. Telle une averse des reprobations qui tombait sur Kigali, le jeudi 22 décembre, dans une lettre collective aux représentants de l'Union européenne, cette organisation de défense des droits humains, membre de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, ont demandé l'Union européenne de mettre fin à l'aide militaire accordée à l'armée rwandaise, déclarant en outre condamner fermement les exactions contre les civils dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, l'Ituri, et demandant à l'Union européenne et à ses États membres d'agir de manière ferme, unie et cohérente afin de soutenir le processus de paix amorcé dans la région des Grands Lacs. De son côté, l'Allemagne, via son nouveau directeur Afrique au ministère allemand des Affaires étrangères, Christoph Retzalf, a emprunté la voie de la fermeté, exigeant que le Rwanda cesse immédiatement tout soutien au M23 et demandant que les atrocités commises à Kishiché et à Bambo fassent l'objet d'une enquête exhaustive et indépendante dans les meilleurs délais. Du côté des Nations Unies, le même jeudi, on a affirmé avoir des preuves d'une implication directe des forces de défense rwandaises en RDC, d'après le rapport de leurs experts. Tout cela s'ajoute à l'initiative des États-Unis, dont le secrétaire d'État Anthony Blinken, au cours de la conférence de presse tenue lors de la clôture du sommet avec les leaders africains, avait demandé au régime de Kigali d'user de son influence et d'accompagner les rebelles du M23 à se retirer des zones occupées. Seulement comme l'a signifié le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, à Jean-Marc Châtaignier, l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa, lors de l'audience lui accordée jeudi 22 décembre, que ce soutien soit sincère, loin de l'hypocrisie des États comme l'Ouganda et le Rwanda. Évoluons dans ce journal vers la relance des activités aurifères de la société minière de Kilomoto en Ituri. Le gouvernement dépêche en Ituri une délégation de l'inspection générale des finances pour le contrôle technique et financier de cette entreprise. La dite délégation a été reçue jeudi dernier par le gouverneur militaire. Images et commentaires. Le gouvernement de la République, plus que déterminé à relancer les activités minières de la Sokimo, confrontées à de sérieuses difficultés pour son fonctionnement, il y a plus d'une décennie. Pour matérialiser cette vision et l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une délégation de l'inspection générale des finances de Péché à Bunia a été reçue ce jeudi par le gouverneur militaire de l'Ituri. Cette mission concerne le contrôle technique et financier de cette entreprise publique, a dit Roger Michel Mouarabou, chef de la délégation. Nous avons été commis par les autorités pour dresser un état des lieux de la société qui est en difficulté depuis plusieurs années, je peux même dire plusieurs décennies. Et ces rapports servira à un plan de relance justement pour que cette société puisse être remise sur pied. Nous allons ausculter la situation de la société sur tous les plans, techniques, l'exploitation même, le côté financier, ainsi que l'état de tous les inventaires de matériel et autres. Tous les Ituriens doivent reprendre confiance en l'État. Nous sommes la manifestation de l'État. C'est pour cela que les autorités ont préféré que nous puissions venir faire l'état des lieux en ces lieux. Notons que cette mission intervient après le passage en Ituri en début de décembre du nouveau directeur général de cette entreprise publique, Tokole Bonongo, venu pour un état des lieux. D'une province à une autre, cette fois-ci en brève et en images, un horrible accident de circulation s'est produit dans l'avant-midi de ce vendredi 23 décembre à Matadi, sur la route nationale numéro 1, à l'auteur du poste de péage de l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, OEBK, à l'entrée du pont Maréchal. Des sources sur place renseignent qu'il s'agissait d'un véhicule remorque angolais transportant des tuyaux en métal en provenance de Cabinda qui a terminé sa course en apportant loin de la chaussée 3 autres voitures jusqu'au poste de péage du pont Maréchal. Des témoins oculaires parlent de 8 morts et plusieurs blessés.
Et puis, mardi 23 décembre 2022, Patricien Nsea, rapporteur de la centrale électorale, a animé dans la ville portuaire de Matadi un cadre de concertation au genre, inclusion et élection sur les enjeux du processus relatif à la loi électorale révisée, ses mesures d'application ainsi que sur la révision du fichier électoral. Regardez. Cette activité a connu la participation d'une diversité d'organisations, notamment les personnes vivant avec handicap, le peuple autochtone, les associations féminines, des jeunes, etc. Une réussite avec l'accompagnement de partenaires d'appui au processus électoral tels que l'ONU Femmes et le PNUD. Au nom du président Denis Kadima, Patricien Nsea a fixé l'assistance sur l'engagement renouvelé de la CENI d'inclure toutes les parties prenantes au processus en cours pour qu'aucune couche de la population ne reste à l'écart des préparatifs des élections prévues en 2023. Mais aussi pour améliorer la participation aussi bien des femmes que de jeunes, avec eux de personnes vivant avec handicap au sein de l'institution. La CENI a pris la résolution de recruter de manière préférentielle cette catégorie de Congolais lorsqu'elle présente les mêmes compétences que d'autres, a indiqué le rapporteur de la centrale électorale. Voilà, cette activité a donc eu lieu jeudi 22 décembre. En santé, la Chine s'est exposée à la montée des contaminations par le Covid-19 parmi son peuple après qu'elle a assoupli sa politique des zéros. Ces contaminations ont entraîné une augmentation du nombre de malades causant un autoconfinement des quartiers dans les villes et évaluation du nombre de morts. Élévation du nombre de morts. Sami Bosongo. Une dizaine de jours après que ces experts et épidémiologistes ont mis fin au confinement massif, au dépistage généralisé et au traçage systématique des habitants, la Chine, deuxième pays le plus peuplé au monde, fait face à une recrudescence des infections dont le nombre avait commencé à augmenter fin novembre dernier. Les infections explosent d'autant plus dans ce pays qu'il est devenu impossible de savoir précisément combien d'habitants attrapent le Covid chaque jour. A encore le média français Le Parisien, d'après un sondage publié le 15 décembre par la revue des Beijingers auprès de 3000 expatriés à Pékin, relevés par Le Monde, plus de la moitié d'entre eux ont attrapé le Covid durant les 2 dernières semaines. De nombreux habitants se contentent d'autotests réalisés à la maison. Les ventes des kits de dépistage en pharmacie ont grimpé, tout comme celles des médicaments contre la fièvre et les rhumes, ainsi que de remèdes traditionnels chinois. Il est rapporté que certains quartiers des différentes villes chinoises sont comme autoconfinés, car les habitants malades restent chez eux ou qu'ils refusent de prendre des risques de le devenir. Un grand nombre de nouvelles infections font affluer des patients à l'hôpital et des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des files d'attente de plusieurs heures avant de pouvoir se faire soigner auprès des soignants qui eux-mêmes n'échappent pas à cette vague épidémique. En conséquence, les crématoriums deviennent débordés. Un employé d'un crématorium a confié à l'agence française de presse qu'en réalité, beaucoup de gens sont tombés malades récemment et nous incinerons 20 corps par jour, principalement des personnes âgées. Selon Le Parisien, la Chine est pénalisée par l'immunité relativement faible de sa population. Peu d'habitants avaient déjà eu le Covid depuis le début de la pandémie et seuls 80% de plus de 80 ans sont vaccinés avec une dose de rappel. Le pays pourrait ainsi connaître un grand nombre de morts comme Hong Kong lorsque le territoire avait assoupli sa politique zéro Covid il y a près d'1 an. Toujours en dehors de nos frontières, une escalade des dénonciations entre la Russie et la France, suivie de la tentative de meurtre contre un Russe en Centrafrique. Des dénonciations réciproques qui rendent compte des tensions entre les deux puissances sur leur déploiement en Afrique. C'est le mercredi 21 décembre que Moscou a convoqué Pierre Lévy, l'ambassadeur français à Moscou,
pour lui signifier le caractère inadmissible de nouvelles accusations contre la Russie concernant la diffusion de propagande et de violences envers la population civile de Centrafrique de la part de supposées structures militaires russes privées après l'attaque qui a visé la semaine dernière un responsable russe en Centrafrique. En effet, la Russie a affirmé que l'un de ses représentants en Centrafrique avait été grièvement blessé vendredi 18 décembre à Bangui, la capitale, par l'explosion d'un colis piégé. Une attaque imputée à la France par le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, très présent en RCA. Immédiatement après, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, avait démenti ces accusations de Wagner à l'AFP, parlant de fausses informations ainsi que d'un bon exemple de la propagande russe et de l'imagination fantaisiste qui caractérise parfois cette propagande, affirmant que Wagner se livre à des exactions regrettables sur les populations civiles et qui aurait beaucoup à dire sur elles, tout en se retenant de décliner des détails. Notez du reste que Français et Russes se livrent régulièrement à des accusations réciproques. La France accuse régulièrement le groupe Wagner d'orchestrer des manipulations des opinions publiques contre la France dans plusieurs pays africains, notamment en Centrafrique, et de s'y livrer à de la propagande économique sous couvert des contrats de protection des gouvernements. Lorsque la Russie a convoqué l'ambassadeur français, il lui a été signifié le caractère inadmissible de ces nouvelles accusations contre la Russie concernant la diffusion de la propagande et des violences envers la population civile de Centrafrique de la part de supposées structures militaires russes privées. Nous appelons les autorités françaises à s'abstenir d'adopter une approche néocoloniale dans leur travail dans la région en disant aux partenaires africains avec qui ils doivent être amis et coopérer ou en créant une hystérie anti-russe, a ajouté la diplomatie russe dans un communiqué. Et je vous l'ai dit au sommaire, les derniers hommages ont été rendus ce vendredi à l'artiste chanteuse congolaise Tchala Moana, décédée le 10 de ce mois. Après l'exposition de son corps au Palais du Peuple, elle a été mise en terre à la nécropole entre ciel et terre. Reportage. Elisabeth Tchala Modikai, dit Tchala Moana, décédée le 10 de ce mois, a été inhumée ce vendredi 23 décembre 2022. À la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, où la dépouille mortelle a été levée, c'était une forte tristesse qui a caractérisé le membre de famille ainsi que les amis et connaissances. Peu après, le cortège funèbre s'est ébranlé vers la permanence du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti où l'artiste était militante. Ici, les éloges, les témoignages, l'émotion et la tristesse étaient plus que visibles sur les visages des personnes venues rendre les derniers hommages à la Mamou nationale. Parmi elles, l'ancienne première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, très éplorée par la disparition de cette icône de la musique congolaise et africaine. La troisième étape fut l'esplanade du Palais du Peuple pour les hommages officiels et permettre au grand public de saluer la reine de Moutouachi, ce avant de prendre la direction de la nécropole entre ciel et terre pour la mise en terre. À 64 ans et plus de 40 ans de carrière, Tchala Moana laisse un grand héritage discographique. Elle est aussi reconnue pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple Luba. Voilà, encore une fois de plus, que son âme repose en paix. Mesdames, Messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. À la 9e conférence de gouverneurs à Mbandaka, Jean-Michel Samanou Kondé, Premier ministre, a recommandé aux exécutifs provinciaux de mettre la jeunesse au centre du développement. Et puis, un accident de circulation survenu ce vendredi 23 décembre au pont Maréchal à Matadi dans le Congo central a causé la mort et blessé plusieurs personnes.
La reine de Moutouachi, la Mamou nationale, Elisabeth Tchalamouana, a été inhumée ce vendredi 23 décembre après le dernier hommage lui rendu par sa famille biologique ainsi que par ses amis et connaissances. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir religieusement suivi. Restez fidèles au programme de BSC TV. Mesdames, Messieurs, on va se retrouver la fois prochaine avec le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien et surtout, joyeux Noël à toutes et à tous. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.